Maintenant, après, donc, si vous voulez, ces préambules, on peut commencer à considérer, à regarder tout ce phénomène de la mémoire. Alors, je m'apprête à dire immédiatement qu'en neuropsychologie, si quelqu'un me dit « j'ai perdu la mémoire », alors on ne parle pas de la mémoire, vous allez voir qu'à mesure qu'on va progresser, que pour dire, et je m'amusais quand j'enseignais ce genre de choses-là, je disais à mes étudiants que la mémoire, ça n'existe pas. La mémoire, ça n'existe pas, mais les mémoires, ça existe. Alors, je peux illustrer ça à partir du schéma des intelligences multiples de Harold Gardner. Hein? Alors, Harold Gardner dit, écoutez, il y a un certain nombre de formes. D'ailleurs, l'intelligence, selon le modèle de Gardner, il n'y a pas une intelligence, il y a 7 formes d'intelligence. Alors, pour illustrer un peu ce que je voulais dire, à l'effet que la mémoire n'existe pas, la question de l'intelligence visuospatiale. Hein? Vous avez des souvenirs de l'ordre visuospatial, par exemple. Vous êtes capable, si je voulais, je vous dis, essayez de retrouver une image de coucher de soleil que vous avez vu lorsque vous étiez il y a quelque temps. Intelligence corporelle kinesthésique. Vous vous souvenez, vous avez appris à patiner. Imaginez-vous en train de patiner, en train de skier, en train de faire un autre sport ou autre activité. Vous voyez qu'il y a des mémoires dans notre visuospatial, des mémoires, des moments mnésiques, si vous voulez, dans l'intelligence corporelle kinesthésique. Même chose pour l'intelligence spatiale, musicale. Je vous dis, bon, quelle est la chanson que vous aimez mieux lorsque vous viviez dans les années 50, les années 60? Alors, toutes les chansons de votre adolescence sont encore là, organisées, storées, dans ce que j'appelle le système mnésique. Vous avez l'intelligence interpersonnelle. Vous êtes capable de vous souvenir des moments de votre premier amour, des moments où vous avez vu pour la première fois vos enfants, vos petits-enfants. Vous avez peut-être connu des moments de rejet aussi dans votre vie. Ça fait partie, ça, de votre mémoire interpersonnelle. Il y a l'intelligence intrapersonnelle, les mémoires de l'intrapersonnel, c'est-à-dire que les réflexions que vous êtes capable de faire sur des actes que vous avez portés antérieurement. Vous dites, j'ai fait un bon coup à telle année, j'ai fait ci, j'ai fait ça, vous voyez ça? Donc, ce sont des moments, des souvenirs, des moments mnésiques de l'ordre intrapersonnel. Intelligence linguistique, vous avez tout l'apprentissage, les apprentissages de la langue française, de la langue anglaise, peut-être qu'il y en a qui connaissent des éléments d'autres langues. Vous avez appris à lire. Vous vous souvenez encore lire. Vous avez peut-être aidé vos enfants ou vos petits-enfants dans la lecture. C'est l'intelligence linguistique. Et vous avez des souvenirs d'ordre linguistique. Et le dernier, c'est l'intelligence logico-mathématique. Eh bien, l'intelligence logico-mathématique, j'ai pas besoin de faire commentaire, hein. Vous vous souvenez de certaines formules, vous vous souvenez de vos tables, etc., etc., etc. Donc, en utilisant, pour résumer, ce que je viens de faire, là, c'est en partant des intelligences multiples de Gardner, essayer de démontrer un peu que la mémoire, dans un sens, ça n'existe pas. Des souvenirs dans différents ordres de mémoire, oui, cela existe. Bon, maintenant, vous entendez parler de mémoire. Si vous avez lu le mode roman, vous avez vu des programmes à la télévision. Et dans le domaine de la médecine, de la neuropsychologie ou de la neurologie, il y a toute une terminologie au sujet des mémoires, des formes de mémoire. Alors voici, vous l'avez à l'écran, c'est des choses que vous avez probablement vues qui se comprennent assez bien. Encore une fois, ce que j'indique ici,
C'est une corroboration, hein, ça démontre que la mémoire, ça n'existe pas en soi. Alors, vous avez la mémoire à court terme, ça se comprend très bien, la mémoire du présent, la mémoire de travail, la mémoire immédiate. Quelqu'un vous dit, mon numéro de téléphone, c'est un tel, et puis vous le retenez, vous avez le temps, vous dites, bon, je vais l'utiliser dans 15 secondes, dans 4 secondes, et vous le mémorisez sans l'écrire sur un bout de papier. Mémoire de travail. Mémoire à long terme, encore une fois, facile à comprendre, c'est l'accumulation des souvenirs pour une longue durée. La mémoire sémantique, c'est la mémoire des faits et des concepts théoriques. Si vous voulez, dans une autre façon de présenter ça, on pourrait dire que la mémoire sémantique, ce sont vos connaissances, toutes vos connaissances. Toujours dans les schémas actuels de la mémoire, il y a la mémoire épisodique, c'est-à-dire la banque de souvenirs, d'événements vécus, schématiques et en détail. Mémoire procédurale, le souvenir des automatismes, des habiletés et des savoir-faire. Quand je vous disais, il y a une image ou deux, dans le domaine du visuel kinesthésique, pensez à un sport, une activité quelconque que vous faisiez il y a quelques temps, ça fait quelques années que vous n'avez pas fait ça, et puis bon, vous reprenez et vous êtes tout surpris de voir que vous êtes encore capable de faire cela. C'est votre mémoire procédurale. La mémoire sensorielle, c'est la mémoire des sensations stockées, storées grâce à vos 5 sens. Maintenant, et ça c'est si vous voulez, le centre de la présentation. J'ai perdu la mémoire. Non, vous n'avez pas perdu la mémoire. Alors, en 2000, j'enseignais, ce domaine, et j'ai trouvé un livre de Daniel Schacter. Daniel Schacter, le livre existe en anglais, évidemment, a été publié des États-Unis. Le livre en français a été traduit et ça s'appelle en français « Science de la mémoire ». Je vous dis, monsieur, madame, si vous voulez être rassuré et rassurer d'autres personnes au sujet de cette histoire de mémoire, allez trouver à quelque part, si vous parlez anglais aussi, aucune importance, je vous conseille de trouver ce livre-là qui est très bien écrit, facile de compréhension. Quelqu'un pourrait dire, bon, ça va être trop compliqué. Non, 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 chacun écrit très, très, très bien. Non? Bon. Alors, chacun, tout son livre porte sur ceci. Il dit que chacun d'entre nous, ici et là, pas nécessairement lorsqu'on vieillit, il y a un certain nombre de formes d'erreurs qu'on pourrait dire de la mémoire. Un certain nombre de formes d'erreurs où il y a des choses qui nous échappent à cause d'un certain nombre de facteurs. Le premier facteur, c'est la fugacité. C'est-à-dire que, et je lis, on a la difficulté à se rappeler des faits, des événements, des idées. La fugacité est de faire un affaiblissement ou perte de mémoire. C'est le phénomène courant que les gens nomment, j'ai perdu la mémoire. Se rappeler des faits. J'ai fait mes études, puis la première école où j'allais, ça s'appelait, je me souviens plus, quel était le nom ou dans quelle ville, et je me demande, est-ce que c'était un édifice de deux étages, 3 étages? Oh, ça fait longtemps, ça fait très longtemps, et on dit, je ne peux pas retrouver ça. Donc j'ai perdu la mémoire. Fugacité. Fuir. Les événements, les choses-là, donc des faits, des événements, des idées, on fuit. La deuxième, c'est l'absence ou inattention. On oublie, des exemples. On oublie où on a posé ses lunettes il y a quelques minutes plus tôt. Ça m'est arrivé combien de fois? À vous peut-être. On ne trouve plus ses clés d'auto. On les avait posées, il me semble. Après, on ne les retrouve plus.
Et combien de fois ça nous arrive? Et on dit, ah, j'ai perdu la mémoire. Chacun dit, c'est pas vraiment ça, monsieur, mesdames. Okay? Ce qui se produit, c'est que l'information n'est pas perdue dans la mémoire. L'information n'a simplement pas été enregistrée parce que notre mémoire était occupée ailleurs. Et ça, c'est très, 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 très fréquent. Une fois que vous avez lu le livre de chacun, maintenant, si vous voulez, vous pourrez retrouver des choses comme ce que je mentionne. Vous allez voir que ça va vous aider. Je vous dis, ben oui. Et monsieur ou madame, notre époux, notre épouse nous dit, ben oui, mais tu manques toujours d'attention, tu portes pas attention lorsque tu fais telle chose, alors forcément, tu vas oublier des choses. Alors, c'est bien, alors, je vous garantis, essayez de porter attention, justement, et puis, vous allez voir que toutes ces erreurs que j'appelle normales, justement, ces erreurs normales, c'est pas parce que vous avez oublié, c'est que, dans le fond, vous n'avez pas fait, ou votre cerveau-esprit n'a pas fait ce qu'il faut, excusez-moi, il n'a pas fait ce qu'il faut pour enregistrer le geste que vous venez de faire dans un secteur de l'organisation de la mémoire. Excusez-moi, ici. La troisième erreur, si vous voulez, phénomène d'erreur, c'est le blocage. C'est une difficulté très fréquente qui se produit lorsque la personne oublie de se rappeler le nom d'une personne qu'elle connaît ou d'un numéro de téléphone qu'elle compose tous les jours. Et ça se produit pour tout le monde. Et vraiment, là, vous venez pour... Vous l'aviez, là, c'est un mot que vous utilisez 15 fois par jour. Ça peut être le nom d'une personne aussi. Et vous êtes en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un et il y a, on le dit, un blocage. Hein? En général, la personne, et qu'est-ce qui se produit? En général, on est très fâché. Et on dit, ah, j'ai perdu la mémoire. Et là, on cherche, et on cherche, et on cherche. Et bon, parce que j'ai travaillé dans ce domaine-là et que j'ai eu à enseigner ça, je dis aux personnes avec qui je vis, les gens qui m'entourent, etc., je dis, OK, arrêtez de chercher. Plus vous allez intentionnellement, volontairement, essayer de chercher le mot qui vous manque, eh bien, il ne sera pas là. Et vous l'avez constaté vous-même, vous dites, ah, bon, j'ai perdu la mémoire, et puis, quelques minutes après, le mot apparaît par magie. On dit en français, ah, j'allais sur le bout de la langue. J'allais sur le bout de la langue. Hein? Vous habitué à ça. Le quatrième phénomène, c'est la méprise ou la mauvaise attribution. Ça se produit lorsqu'on attribue un souvenir à la mauvaise source. Exemple, la personne est certaine que la nouvelle qu'elle rapporte provient d'une conversation avec un ami. Mais qu'en réalité, c'est à la télévision que la personne a appris cette nouvelle. C'est très, très fréquent aussi lorsqu'on est en conversation, en couple, là, et qu'on veut raconter des choses où on se dit entre membres d'un couple, tu te souviens lorsque Thérèse m'a dit telle chose et mon épouse a dit, non, c'est pas Thérèse, c'est pas Thérèse qui a dit ça, c'est ta fille qui t'a raconté que la cousine de Thérèse t'avait dit que, etc. Là, j'exagère un peu, mais je pense que vous comprenez très bien ce que je voulais dire. Bon, alors, donc, ça peut être un sujet de rigolade, quand c'est pas très important, mais, je lis ici, la méprise, la mauvaise attribution, c'est un type d'erreur très fréquent et qui peut avoir des conséquences importantes dans le domaine judiciaire. Vous avez vu comme moi de nombreux films où ce sont des suspens, ce sont des films de détectives, etc. Il y a eu des meurtres, des vols et il y a des témoins qui disent ah oui, qui disent à la police oui, c'est telle personne, je la reconnais pas. Comme ça, continuer. Vous avez vu ça fréquemment. Et ça, justement, ce sont des problèmes, un des problèmes de l'organisation amnésique qu'on appelle la méprise.
Le cinquième phénomène, c'est la suggestibilité. La source ou la cause d'information est souvenir faux que des personnes rapportent, convaincues de la justice de leurs propos, quand en fait, ces propos ont été fabriqués sous l'effet de la suggestion. Je continue à lire. En général, ce sont les enfants qui sont les plus affectés par cette dimension psychologique. Ici, l'histoire judiciaire récente est pleine de cas où la suggestibilité avait été mise en cause. Alors, plus précisément, si vous vous souvenez, dans les fins des années 80, des années 90, il y a eu de nombreux procès à travers le monde, vous les connaissez peut-être plus si du Canada ou des États-Unis, où une personne était accusée d'agression sexuelle ou de violence faite à quelqu'un, et il y a eu des procès, et on a découvert qu'un monsieur, madame tel, qui avait été accusé, trouvé coupable et condamné à cause d'enfants qui ont dit oui, oui, c'est ça qui s'est produit, c'est cette personne-là qui a fait, et malheureusement, vous avez appris que très souvent, ces confessions ou ces témoignages avaient été induits par des personnes qui avaient convaincu l'enfant qu'il s'était produit telle chose par telle personne, ainsi de suite. Alors donc, autrement dit, il y a eu tout un phénomène de suggestion faite auprès des enfants et ça donnait des résultats très, très tristes pour bien des personnes. Le sixième, c'est le bien. Biaisé. On dit en français, hein, tu es biaisé. Quand on dit à quelqu'un, tu es biaisé, ça veut dire qu'on est atteint, on exprime un biais. Le phénomène du biais illustre les influences importantes de nos connaissances et surtout de nos convictions du moment sur la façon dont nous remémorons notre passé. Très souvent, nous réécrivons ou modifions nos expériences passées, souvent de façon consciente, selon nos connaissances et nos valeurs ou convictions qui nous habitent au moment présent. Disons que on se rapporte, on a 40 ans et on raconte un phénomène quelconque, et à 40 ans, disons, nos convictions politiques étaient de tel ordre, on regardait les agissements des politiciens près de nous, un peu plus loin de nous, et on passait des jugements. Et puis, on remémore, disons, 30 ans après, 20 ans après, on remémore ces choses-là, on dit, oui, vous revenez au même phénomène, et là, vous interprétez, ça m'arrive vraiment, j'interprète ce qui s'est passé il y a 30 ans à la lumière des croyances que j'ai au sujet de telle chose. Alors, c'est qu'on est très biaisé. On peut le constater, vous n'avez pas besoin d'être des sociologues pour le voir dans le domaine politique. On peut, lorsque nous sommes très intéressés ou convaincus de la justesse des propos de notre parti politique ou de notre église, des choses comme ça, vous voyez des phénomènes, vous êtes au courant de phénomènes qui se passent autour de vous, et ben, moi, je vais parler de moi. Alors, ma tendance, selon mes biais, ça va être d'interpréter tout ça, ce qui se passait antérieurement ou il n'y a pas longtemps, selon mes convictions ou mes biens du moment. Très, très fort, très, très important. Et enfin, la dernière, c'est la persistance. C'est l'ensemble des souvenirs pénibles que nous aimerions bannir dans notre mémoire de façon définitive, mais qui persistent à perturber notre vie. Donc ça, j'ai pas besoin d'élaborer, mais encore une fois, vous avez peut-être connu des événements majeurs qui ont menacé votre vie, un feu dans la maison, vous êtes poursuivi par 3 ou 4 loups en même temps, vous réussissez à vous en sortir, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, et ce sont toutes les mémoires des systèmes
du rappel, des souffrances, des douleurs, des craintes des personnes qui ont été la guerre, etc., etc. Alors, donc, c'est un septième phénomène très, très important de tout le système des mémoires, de l'organisation des mémoires. Alors ça, comme vous avez vu tout à l'heure, depuis un instant, les 7 facteurs de l'omission ou de comment on se rappelle de différentes choses dans notre vie. Et tout ceci est pris du livre, tiré du livre de Schachter, Les sciences de la mémoire. Quels sont les oublis majeurs qui nous préoccupent à mesure qu'on vieillit? Et là, je fais une petite pause ici. Sans entrer dans les détails, alors vous avez remarqué, aussitôt qu'on oublie on oublie les personnes autour de vous, oublie des noms de personnes, des noms d'objets, oublie des concepts abstraits, oublie des dates et des lieux, on dit « Ah, je suis en train de devenir Alzheimer. C'est quelque chose que vous entendez, vous avez entendu, vous allez entendre encore parce que la crainte, justement, la crainte des démences, ben, s'accentue. Et vous l'entendez. Hein? Bon. Et ce que je vous dis à l'intérieur de cette présentation, c'est que il y a des oublis majeurs, des erreurs normales. Alors moi, je ne dis pas que les démences, le phénomène des démences n'existe pas, que le phénomène de l'Alzheimer n'existe pas. C'est ce que je dis pas ça. Je parle à des personnes, comme je l'ai fait antérieurement, avec ces présentations que j'ai faites ailleurs aussi, dire, écoutez, c'est pas parce que vous oubliez de temps en temps, soit des noms de personnes, d'objets, et ainsi de suite, que vous êtes en train de devenir, vous êtes en train d'entrer dans une des formes de démence. Ça fait partie du vieillissement normal.